ferme la porte là-bas. Ouais. Tu l'as ? Bien. Bonjour à tous et bienvenue à tous les auditeurs et au public présent en direct chez IBM Montpellier pour cette table ronde consacrée à la création digitale dans et grâce au cloud. Alors nous allons tenter pendant ces 40 prochaines minutes d'apporter des éléments de réponse à la question suivante. Comment se réinvente la création digitale dans le cloud ? Donc, je suis Thierry Cotenceau, président de la société Virdis, société spécialisée dans la création d'animation 3D en ligne. Donc, le cloud aussi est un élément important pour nous. Et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde accompagnée par des acteurs actifs de l'écosystème régional, utilisant ce fameux outil de dématérialisation qui est le cloud. Que ce soit pour les écoles dans le domaine du jeu vidéo, de l'architecture ou de la formation que l'on appelle ici Serious Game. Voilà. Donc à mes côtés, Jérémy Guillaume, président de Snapking. Snapking est une société qui développe un outil de mesure et de mise en plan 3D dans le cloud au service du bâtiment. Michael Elbaki, président de Cloud of the Cloud, qui propose un outil de cross-platform pour les développeurs de jeux. Suivi de Raphaël Mukeli, président de la société We Are Learning, anciennement Winov, enfin Innov, merci, je préfère le dire, où vous proposez de nombreux contenus de formation accessibles sur multi-supports. Et puis, pour terminer, Thomas Fraisse, qui est le directeur du développement régional de l'école Epitech. Donc, je vais vous laisser vous présenter un tout petit peu plus amplement dans un premier temps, et puis peut-être commencer par vous, Jérémy, sur la question suivante, parce que le cloud et la digitalisation, ou tout du moins le contenu digital à l'intérieur du cloud, c'est large. Hein, ça peut être des modèles 3D, ça peut être des jeux, des plateformes, enfin beaucoup de visualisation 3D, donc on a beaucoup de contraintes. Vous avez toutes et tous des contraintes différentes. Et pour vous, quel impact a le cloud dans l'univers du bâtiment ? Donc bonjour à tous. En effet, le cloud il est bien présent partout et même dans le domaine du bâtiment, un secteur où on a l'impression qu'il reste encore un peu ancien. Ce qu'il faut savoir, comme on parle de la création digitale, en effet, la 3D dans le monde du bâtiment est très présente depuis de nombreuses années. C'est un outil obligatoire pour tous les corps de métier, au final, puisque c'est assez transversal. La 3D dans le bâtiment est utilisée au moment de la conception, dans sa phase conception, mais aussi dans la phase maintien de l'infrastructure. Tout simplement, aujourd'hui, on est sur des outils qui sont en train de devenir obligatoires. C'est-à-dire que le gouvernement a mis en place pour 2017 l'obligation sur les marchés publics, par exemple, d'utiliser la maquette numérique, c'est-à-dire en fait un format 3D utilisable par tous les acteurs du bâtiment en même temps. Donc pour ça, ça a permis de créer des nouvelles sociétés qui permettent de partager le travail en ligne directement, donc grâce au cloud. Et donc là, on est sur des problématiques très spécifiques et très proches du gaming, en effet, qui sont vraiment sur la disponibilité des données, sur la sécurisation des données, puisque ce sont quand même la plupart pour des gros acteurs dans le bâtiment, mais il y a aussi des petits cabinets d'architecture qui sont impactés. Et nous, chez Snapkin, on a aussi pour nos clients cette problématique. Donc où on répond à une problématique métier très très spécifique qui est le calcul des mesures, la prise de mesures dans le bâtiment existant pour le domaine de la rénovation, de la réhabilitation, et tout ça de manière entièrement automatisée. En fait, on n'aurait même pas existé tout simplement s'il n'y avait pas le cloud, puisque ça nécessite des traitements de données 3D qui sont très conséquentes pour répondre à ces besoins. Donc pour résumer, vous parlez du BIM, c'est ça en gros, hein, tout à fait, c'est le BIM. La norme BIM pour le bâtiment. Et pourquoi le cloud? Alors vous avez répondu d'une façon déjà presque précise, mais pourquoi le cloud est primordial pour votre activité? Alors en fait,
faut savoir donc, nous spécifiquement sur notre activité, on a un outil matériel qui permet de capter des images et on sait que les flux d'images sont très très lourds. Donc déjà, ces images captées dans le bâtiment doivent être transmises à un serveur. Et là, pourquoi forcément passer par un serveur cloud? Tout simplement, s'il nous fallait installer des machines directement chez les clients de manière vraiment spécifique à chaque client, on s'en sortirait plus, on aurait des infrastructures de coûts monstrueuses où il faudrait aussi des techniciens disponibles dans toute la France. Donc ça nous permet vraiment de devenir central pour le client sans avoir à se préoccuper de toute infrastructure technologique lourde. Quel serait l'effort à fournir pour avoir une technologie qui vous permettrait finalement d'être plug and play, de mettre votre modèle que vous avez au préalable scanné avec une visualisation directe? Qu'est-ce qui vous manque à l'heure actuelle? Alors, il y a des bonnes choses déjà qui existent sur le marché. Il y a beaucoup de visualiseurs web 3D. Le problème, c'est que les fabricants de navigateurs, donc Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox, c'est vraiment, on est vraiment au tout début. C'est des technologies qui ont commencé à se développer il y a à peine 5 ans. Donc déjà, il y a un souci d'ancienneté, de non-stabilité de ces outils de visualisation qui ralentit un peu l'activité sur ces aspects-là. Après, on a quand même beaucoup de gros acteurs qui est très connu dans le domaine du jeu vidéo. C'est tout ce qui est Unreal et j'oublie Unity exactement. Tous ces moteurs 3D qui avancent quand même très bien. Et ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'il y a un espèce de consensus qui est en train de se monter entre tous ces acteurs et qui favorise la généralisation du cloud sur ces domaines. Et après, ce qui ralentit notamment, c'est forcément les connexions Internet où on peut très bien avoir... Aujourd'hui, j'ai presque l'impression que les infrastructures cloud sont plus avancées que Internet de façon générale que les connexions Internet. Ce qui nous bloque, puisqu'on se retrouve à avoir des clients qui font de la visualisation de nos modèles en temps réel sur nos modèles 3D. Et on nous dit ça marche pas. Oui, mais au final, c'est pas forcément les serveurs qui sont problématiques dans tout ça. Donc il y a encore du travail, mais je pense que d'ici 5 à 7 ans, c'est un peu ma vision des choses, on devrait vraiment arriver à quelque chose de très stable et de généralisé. 5 à 7 ans, on prend le pari. Michael, donc vous avez une belle société qui permet finalement d'avoir la possibilité directement de proposer aux développeurs une plateforme leur permettant d'avoir un reporting sur leur code et d'avoir aussi la possibilité d'avoir un hébergement serein, en gros. Mais je vais vous laisser un petit peu. Alors en fait, juste une précision, quand on parle de cloud gaming, je vois deux choses. Donc je vais commencer par ce qu'on ne fait pas, juste histoire de bien être clair. Le cloud gaming, on joue sur des jeux qui demandent un très gros hardware. Et à ce moment-là, ce sont des fermes de serveurs qui font tourner le jeu. Et le jeu est streamé sur un petit PC ou une tablette. Donc nous, on ne s'occupe pas de ça. Ce qu'on appelle cloud gaming, nous, c'est je joue à des petits jeux, ou des jeux un peu plus évolués, mais on ne fait pas des gros jeux. Et puis je vais y jouer sur ma tablette chez moi, puis je vais vouloir continuer quand je suis dans le train sur mon iPhone. Et c'est là où on intervient, toute cette infrastructure qui va gérer les données du joueur, qui va gérer les interactions entre les joueurs. D'accord. Donc on parle de cross-platform dans ce moment-là. Alors plutôt... La diffusion sur cross-platform. Voilà, pouvoir jouer au même jeu sur n'importe quelle plateforme avec d'autres personnes qui sont aussi sur des plateformes peut-être différentes de la nôtre. Et en tant qu'éditeur de logiciels et de jeux vidéo, est-ce que nous sommes bien positionnés dans la région? Eh bien, on est très très bien positionnés puisque c'est l'année dernière, donc l'IDAT et le SNJV. Le SNJV, c'est le syndicat national du jeu vidéo. Ils ont sorti une étude. Et il s'avère que la région Languedoc-Roussillon est la deuxième région en termes d'acteurs du jeu vidéo, y compris devant Lyon, qui est un acteur historique du jeu vidéo. Donc ça, c'était assez surprenant. Donc, tout à l'heure, il a été mentionné Ubisoft. C'est vrai qu'Ubisoft est là depuis plus de 20 ans maintenant.
Mais en fait, il n'y a pas qu'Ubisoft. Il y a énormément de sociétés beaucoup plus petites, voire très petites. Mais parmi ces sociétés, on peut citer par exemple le Féeric, qui a des millions d'utilisateurs chaque mois sur ses jeux. Une société assez récente comme Cimob, qui a fait plus de 50 millions de téléchargements sur 3 ou 4 jeux. Donc c'est très dynamique ici. Et il y a peu, c'est monté une association qui s'appelle Push Start, avec déjà plus de 15 adhérents. Donc, dédié aux jeux vidéo, à l'écosystème du jeu vidéo dans la région. Complètement aux jeux vidéo. Ouais. Donc c'est un secteur très dynamique. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-il essentiel d'utiliser un back-end as a service? Donc, vous appelez ça le BaaS. Et encore, oui, le BaaS. Lorsqu'on développe des jeux vidéo aujourd'hui. Alors, traditionnellement, le jeu vidéo tel qu'on l'a connu, c'était essentiellement sur PC ou sur console. Et il y avait un cycle de production. On créait son jeu, on le mettait dans une boîte, ça partait dans un supermarché. Et ça s'arrêtait là. On passait à un autre jeu. Depuis que le mobile est arrivé, les choses ont pas mal changé. Donc aujourd'hui, la création d'un jeu, c'est vraiment la première étape. Comment dire? Une fois le jeu sorti, il va falloir faire des updates. Il va falloir customiser le jeu en fonction de ce que font les joueurs avec le jeu. Il va falloir répondre aux attentes des joueurs. Donc tout ça, ça se fait via des serveurs qui vont stocker des nouveaux niveaux, de nouveaux graphismes. Et ça permet finalement en fait d'avoir une mutualisation de toutes ces mises à jour et d'autres développements. Voilà. Aussi, de par la nature du mobile, qui est un outil qui est toujours connecté. Avant, les jeux vidéo s'adressaient surtout, si on schématise, à des adolescents qui jouaient à des jeux de guerre. Aujourd'hui, le jeu vidéo sur mobile, ça touche absolument tout le monde. Et donc, la population de personnes qui jouent aux jeux vidéo a littéralement explosé. Et tous ces jeux sur mobile contiennent du social. Il va y avoir des interactions avec ses amis ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que très rapidement, un jeu peut se retrouver avec des millions d'utilisateurs connectés en même temps. Et ça, si on n'a pas une vraie architecture qui supporte la scalabilité, comme on parlait tout à l'heure, le jeu va devenir complètement indisponible et c'est ce qui peut arriver de pire pour un jeu qui marche. Donc on est passé du jeu vidéo produit avec un déploiement massif, puisque vous nous avez signalé qu'il y a plus de 500 nouvelles apps qui sont mises à jour tous les jours. Voilà, donc les outils de développement se sont aussi démocratisés, ce qui fait que beaucoup plus de personnes sont à même de créer des jeux vidéo aujourd'hui. Et les statistiques sont environ 500 applications par jour, et là-dedans c'est le jeu qui est le plus présent. Et ça a entraîné quelque chose de terrible pour les développeurs, entre guillemets, c'est que un nouveau business model est apparu, puisqu'au lieu de vendre ces jeux maintenant, si on veut avoir un peu de visibilité, et même comme ça c'est dur d'avoir de la visibilité, il faut mettre son jeu gratuit. Donc on met ce jeu gratuit, et avec les évolutions qu'on va faire sur le jeu au fur et à mesure, on va proposer des achats in-app, donc des microtransactions dans le jeu. Et là aussi, il est important d'avoir un bon back-end, puisque c'est ce back-end qui va stocker toutes les données d'utilisation de ces joueurs. Et quand on a un jeu gratuit, c'est très très important de le monétiser derrière. Et avoir un back-end qui va permettre de bien cibler ces joueurs, de savoir que tel joueur sera plus enclin d'acheter tel objet ou tel objet. Donc ça va devenir un peu du jeu sur mesure. Et pour ça, ce sont de grosses quantités de données. Donc pareil, on fait pas ça avec un serveur installé dans ses bureaux. Il faut avoir un back-end qui s'appuie sur du cloud parce que les données peuvent exploser comme le nombre de joueurs. Et ça rejoint un petit peu la question centrale, c'est-à-dire le fait d'avoir ici et en région l'implantation d'un business cloud a vraiment son intérêt, puisque si je résume, on est la deuxième région de France à être la plus active dans les jeux vidéo qui représentent la première économie devant le cinéma, faut
pas. Devant le cinéma, devant la musique et devant le livre. Voilà. C'est la première économie culturelle. Les 3/4 des développeurs, puisqu'on est sur un tissu régional pour les jeux vidéo, en mettant Ubisoft bien sûr de côté, mais avec des personnes qui vont travailler dans leur garage, en mettant leur serveur, et donc ils ont tous, on va dire la plupart, une problématique de montée en charge. À partir du moment où le jeu fonctionne, ils peuvent en fait, leur modèle économique, ils sont sur du modèle ce qu'on appelle freemium. Freemium, tout à fait. Et la problématique qu'ils ont, c'est lors de montée en charge, finalement leur serveur n'est pas en capacité d'absorber l'ensemble des utilisateurs, et le fait que normalement ces structures coûtent très cher, je crois, le fait en fait de pouvoir, si on commençait ça en partenariat avec des partenaires et des hébergeurs, je suis pas sûr que l'ensemble des développeurs de jeux vidéo soient en capacité d'avoir tout à fait, de pouvoir acquérir ce genre de serveur. Le principe du back-end as a service, c'est que les développeurs payent en fonction du nombre d'utilisateurs actifs qu'ils ont. Donc, quand ils ont peu d'utilisateurs, parce que le jeu vient de débuter, ça leur coûte quasiment rien. Et si jamais leur jeu marche bien, eh ben, en face, ils auront une monétisation de ces joueurs, et donc ils pourront supporter les charges du back-end as a service. Après, le back-end as a service, ils peuvent le faire aussi eux-mêmes. Mais c'est quelque chose de très très important. On parlait tout à l'heure de sécurité. C'est la même chose. Construire un back-end as a service, il y en a qui le font, mais c'est un vrai travail de fond. Et les petites structures n'ont pas toujours ni le temps ni les compétences de le faire. Et donc parfois préfèrent se tourner vers un acteur spécialisé. Ouais, c'est plus sage en effet. Merci. Je ne sais pas déjà si dans cette phase-là vous avez des questions déjà en termes de modèles 3D très lourds à diffuser en streaming. Je ne sais pas si vous avez des questions autour du jeu vidéo non plus. Bien, on va poursuivre avec Raphaël. Donc Raphaël, la question est simple. Est-ce que les entreprises sont prêtes à se former avec le jeu? Donc là, on est bien en amont, on est plus sur une vision globale du serious game, et puis aussi qu'apporte le cloud sur le marché des outils d'apprentissage. Alors, bonjour à tous, est-ce que les entreprises sont prêtes à se former avec le jeu et avec le serious game? On l'a dit dans la table ronde juste avant, c'est vrai qu'il y a des réticences un peu sur tous les segments de marché à aller vers le cloud et à installer une vraie politique innovante et différente de ce qui se fait traditionnellement dans l'entreprise. C'est un peu la même chose pour la formation et pour Serious Game. On a des entreprises qui vont de plus en plus vers ce type de support, puisqu'on a des études de l'IDAT qui montrent qu'il y a déjà 3 entreprises sur 4 dans le CAC 40 qui ont déjà utilisé au moins une fois du Serious Game. Progressivement, elles commencent à en développer, à se l'approprier, mais il reste encore un pas à franchir, qu'on devrait franchir de manière massive dans les 5 prochaines années qui arrivent. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la formation, il manque 90 à 95% de vidéos. Donc c'est vraiment ce qu'on voit, le phénomène MOOC, donc la Massive Online Open Courses, où on va avoir des enseignants qui vont diffuser le savoir de manière assez académique, et on va avoir une évolution vers des choses un peu plus ludiques, un peu plus fun, avec un peu plus de gaming, et avec des dispositifs qui sont aussi beaucoup plus performants, parce que le jeu en lui-même collecte énormément de data. Ces data, il va les envoyer justement à des serveurs qui vont permettre de faire de l'analyse de données et de restituer aux apprenants un débrief personnalisé, une fiche de route sur ce qu'il a bien fait, ce qu'il aurait pu mieux faire. Donc c'est extrêmement performant en termes d'apprentissage. Il y a énormément d'études qui ont été faites aux États-Unis, notamment à l'université de Californie, qui montrent vraiment que le cerveau est énormément réceptif aux jeux vidéo dans des phases d'apprentissage, et qui permet vraiment d'atteindre des niveaux de rétention d'informations à 1 an ou à 2 ans qui sont assez phénoménales par rapport à l'apprentissage traditionnel qu'on a pu vivre. Voilà, vous êtes tous en face de moi. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit apprendre? Est-ce qu'on ne devrait pas faire des petits îlots, faire de la classe inversée, faire rentrer du jeu dans la classe, dans les systèmes de formation? Voilà, donc là il y a une vraie révolution qui est en route, dans lequel le cloud et le serious game sur le cloud a son rôle